Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Bardot, je suis médecin en réanimation chirurgicale à l'hôpital Saint-Antoine. Je remercie les organisateurs du DU de me permettre de parler d'un sujet passionnant qui est le choc anaphylactique et un petit peu plus largement de l'anaphylaxie. On va commencer par des définitions. Donc, selon l'Académie européenne d'allergologie, donc l'hypersensibilité, ça va correspondre à un ensemble de réactions objectives reproductibles initiées par un stimuli et ne provoquant pas de réaction chez les sujets normaux. L'anaphylaxie, quant à elle, correspond à une réaction grave d'hypersensibilité immédiate menaçant le pronostic vital. L'anaphylaxie va survenir brutalement à la suite de l'exposition à un allergène. Elle va se caractériser par une atteinte des voies aériennes, de l'hémodynamique. Elle peut être accompagnée ou non d'une atteinte cutanée ou muqueuse, comme je vais vous le présenter. Et en cas d'atteinte sévère hémodynamique, il conviendra de parler de choc anaphylactique. Un petit point d'épidémiologie. Donc, en Europe, la prévalence, elle est évaluée à 1%. L'incidence, elle est plutôt à l'augmentation. Elle est comprise entre 1,5 et 7,9 pour 100 000 habitants. Le nombre d'allergiques est passé de 5% en 1960 à 30% aujourd'hui, donc une forte croissance. L'incidence des hospitalisations, elle touche plutôt les adultes en première intention que les enfants. Le nombre d'hospitalisations il a été multiplié par 7 au cours des 20 dernières années et l'anaphylaxie va toucher en manière prédominante la population féminine. Concernant les étiologies de l'anaphylaxie, il y a une petite différence entre les adultes et les enfants. Chez l'adulte, on va avoir une moitié liée aux hyménoptères, donc ça va être les guêpes, les abeilles, les frelons, un quart lié aux médicaments, donc ça peut être les antibiotiques, les anti-inflammatoires ou les médicaments liés à l'anesthésie, et un quart lié aux aliments, alors que chez l'enfant, on va avoir 65% liés aux aliments. Donc ça peut être les arachides, les fruits à coque et un quart qui va être lié chez l'enfant aux médicaments et aux hyménoptères. Les conséquences, elles sont graves. La mortalité, elle est évaluée à 0,047 cas pour 100 000 habitants par an. Les anaphylaxies, en général, ça va être 0,3% de mortalité. Et lorsqu'on est sur une anaphylaxie sévère, on va avoir 4% de mortalité. Les décès ils vont être le plus souvent secondaires à une détresse respiratoire lorsque ça va être une anaphylaxie d'origine alimentaire et plutôt à une atteinte cardiovasculaire lorsque ça sera une anaphylaxie médicamenteuse ou liée à une piqûre d'hyménoptère. Il y a un premier pic de mortalité qui va être entre 10 et 30 ans, ça va être plutôt lié à l'anaphylaxie alimentaire. Il y a un deuxième supérieur à 60 ans, ça touche plutôt les anaphylaxies médicamenteuses et liées aux piqûres. Le délai médian qui est important pour savoir l'imputabilité et l'origine de l'anaphylaxie, on est plutôt sur 30 minutes lorsque ça va être une anaphylaxie alimentaire, 15 minutes plutôt pour une piqûre d'hyménoptère et 5 minutes pour un médicament. La physiopathologie, alors en fait, elle se détaille en trois catégories. Il va y avoir des mécanismes immunologiques qui vont être soit IgE dépendants ou IgE indépendants, ou des mécanismes non immunologiques avec des activations directes des mastocytes. Je vais commencer par un mécanisme IgE dépendant qui va représenter 72% des anaphylaxies, donc c'est une réaction d'hypersensibilité immédiate. Elle va se décrire dans un premier temps par un premier contact. Ça va être une sécrétion d'IgE spécifique par les plasmocytes. Elle s'appelle la phase de sensibilisation. L'allergène, donc, il peut être aussi bien ingéré que inspiré ou injecté. La deuxième étape, ça va être la fixation de l'IgE spécifique sur des récepteurs des cellules, donc avec une haute affinité pour les fragments FC des IgE, donc ils vont se mettre sur les polynucléaires basophiles et sur les mastocytes. La troisième étape, donc c'est l'anaphylaxie, c'est l'exposition nouvelle à l'allergène qui se fixe à l'IgE qui est lui-même fixé à la cellule qui le présente. Et donc ça, on va appeler ça la phase de révélation ou la phase effectrice. Il faut aussi savoir qu'il y a des allergies croisées. Il y a des IgE spécifiques qui peuvent reconnaître un épitope commun à différents allergènes et donc on peut avoir des réactions sans contact préalable évident à un allergène.
Les mécanismes IgE indépendants, donc ça va être une réaction qui est plus retardée, elle concerne 27% des anaphylaxies, donc elle ne va pas mettre en jeu directement des IgE spécifiques, elle va s'activer par des IgG et par des mécanismes d'activation du complément avec une libération des anaphylatoxines et une conséquence qui est la même que dans le premier mécanisme, il y aura une dégranulation des cellules cibles. On sait aussi qu'il y a des activations directes des cellules sécrétrices. On appelle ça l'histaminolibération non spécifique. Celle-ci peut se faire par stimulation du coup directe des mastocytes via des récepteurs. C'est un mécanisme qui est non immunologique. Elle concerne souvent les anaphylaxies médicamenteuses, par exemple les quinolones ou les opiacés. Donc, il y a une stimulation vraiment directe des mastocytes qui vont dégranuler. Il faut savoir que les médiateurs qui sont libérés, c'est exactement les mêmes que dans le premier cas, et donc les conséquences sont plutôt les mêmes, à la différence que dans le dernier mécanisme de l'atteinte directe, on sait que quand on fait une administration qui va être plus lente du médicament, on pourra diminuer le pouvoir histamino-libérateur, alors que dans une réaction allergique d'hypersensibilité médiée par des IgE spécifiques, cela ne changera rien et le seul moyen de diminuer l'atteinte, ça va être l'éviction complète de l'allergène. Donc, je vous ai dit que du coup, les polynucléaires basophiles et les mastocytes vont libérer des substances, on va appeler ça des médiateurs. Donc, quand ils vont dégranuler, les différents médiateurs qu'ils vont libérer dans la circulation sanguine vont avoir des effets. Donc là, on a un mastocyte et ici un basophile. On voit que dedans, il y a plein de petites inclusions donc le cytoplasme est vraiment rempli de granules qui vont libérer plein de médiateurs. Donc je vais commencer par l'histamine. L'histamine qui est un médiateur qui va provoquer de nombreux effets, aussi bien cutanés avec une vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Au niveau pulmonaire, ça va provoquer une bronchoconstriction sévère. Au niveau cardiaque, on va observer une vasoconstriction coronaire. Au niveau vasculaire, on va observer une vasodilatation artériolaire et une augmentation de la perméabilité capillaire. Et au niveau digestif, ce sera une sécrétion d'acide gastrique et une augmentation du péristaltisme. Il y a beaucoup d'autres médiateurs, je vais en citer deux autres. Donc les leucotriènes, ça va majorer encore plus la bronchoconstriction, ça va sécréter du mucus au niveau bronchique et on va aussi observer du coup cette vasoconstriction pulmonaire et toujours cette hyperméabilité capillaire. On peut aussi parler du platelet activating factor qui va avoir un effet chimiotactique et qui va activer les polynucléaires neutrophiles et eosinophiles. Ça va provoquer une agrégation plaquettaire, donc qui va être assez délétère. À tout cela s'associe une sécrétion du coup aussi de cytokines avec des cascades cytokiniques qui vont provoquer une inflammation, une activation de l'endothélium. La clinique, on en a tous déjà vu, donc ça va être l'érythème. L'érythème qui va être, donc ça va concerner initialement les zones qui sont les plus riches en mastocytes, donc le visage, le cou, la partie supérieure et antérieure du thorax, et ça va se répartir à l'ensemble du corps. On peut voir aussi un urticaire, donc les lésions, ça va se décrire par des papules ou des plaques érythémateuses ou rosées, œdémateuses à bord net. Elles vont être fugaces, elles disparaissent en moins de 24 heures. Elles peuvent être récidivantes, migratrices et elles sont prurigineuses. L'angiothème, qu'on appelait autrefois l'œdème de Quincke, c'est une tuméfaction ferme, elle est mal limitée, elle est ni érythémateuse ni prurigineuse, elle va provoquer une sensation de tension douloureuse. La localisation, donc ça va toucher principalement la sphère oro-laryngée, notamment on va observer des infiltrations et des obstructions des voies aériennes et cela va fortement conditionner le pronostic et la sévérité de l'anaphylaxie. Les autres signes cliniques, ils vont être cardiovasculaires avec une tachycardie et une hypotension artérielle qui est extrêmement fréquente dans 84% des mécanismes IgE médiés, une atteinte respiratoire qui est fréquente aussi avec une dyspnée, un bronchospasme et des manifestations digestives. On voit ici qu'il y a 5% dans les cas IgE médiés, 5% d'arrêt cardiaque. Encore une fois, la cinétique va différer selon
si c'est un aliment qui va être ingéré, si c'est juste un contact, par exemple, avec du latex, ou si c'est un médicament IV. Donc, quand c'est IV, ça va être le plus rapide. IM, un petit peu plus lent avec 30 minutes. Les médicaments Perros, c'est autour de 30 minutes. Et les aliments, c'est plutôt 2-3 heures. Il y a des critères qui ont été définis du coup par les dernières recommandations de la Société française de médecine d'urgence qui sont parues en 2016. Il va falloir correspondre à une de ces 3 situations cliniques. Donc, ça va être l'installation aiguë d'une atteinte cutanéo-muqueuse de type urticarienne et au moins un des éléments suivants, donc soit une atteinte respiratoire, soit une hypotension artérielle. La deuxième situation, c'est 2 éléments qui apparaissent rapidement après exposition à un probable allergène, donc avec une atteinte cutanéo-muqueuse respiratoire, une hypotension ou des signes gastro-intestinaux. Donc encore une fois, l'atteinte cutanéo-muqueuse n'est pas essentielle à la définition d'une anaphylaxie. On peut avoir simplement une dyspnée avec des vomissements et on rentrera dans le contexte d'une anaphylaxie. L'érythème n'est pas obligatoire. Et la dernière situation, ça va être une hypotension artérielle sévère après l'exposition à un allergène connu. Dans ces cas-là, on rentre directement dans la catégorie de l'anaphylaxie. Les médicaments qui vont être concernés, on a une grande majorité du coup qui sont liés à l'anesthésie avec les curares, notamment la cellocurine, l'eurocuronium avec des pourcentages assez élevés. Viennent ensuite, il va y avoir les antibiotiques qui sont extrêmement fréquents, parfois les opiacés. Quelle évolution? Ça peut être 3 situations. Donc la première, ça va s'améliorer progressivement après instauration d'un traitement. On a des situations avec une aggravation progressive où ça commence avec un stade qui va être modéré et une aggravation progressive malgré instauration précoce d'un traitement. On parle de forme protractée. Et enfin, il peut y avoir des évolutions biphasiques et ça peut toucher jusqu'à un quart des patients où en fait, dans les 4 à 72 heures après les premiers symptômes, il va y avoir une aggravation rapide des symptômes de manière décalée. Le facteur favorisant, ça va être un retard à l'instauration précoce du traitement étiologique et c'est pour ça qu'on doit surveiller de manière prolongée au moins 6 heures, mais en général, ça va être selon la sévérité de l'atteinte initiale, plutôt 12 à 24 heures. À la suite d'une anaphylaxie, c'est extrêmement important. Les grades de l'anaphylaxie qui ont été définis par Ring et Mesmer dans Lancet en 1977, ça date un petit peu, mais c'est toujours utilisé quotidiennement. Donc le grade 1 qui va se présenter par des signes cutanéo-muqueux isolés avec un érythème, un urticaire avec ou sans angioedème. Le grade 2, ça va être une atteinte multiviscérale qui va être modérée. Donc on peut avoir des signes, mais qui sont encore modérés, une hypotension artérielle modérée, une tachycardie, des signes cutanéo-muqueux ou digestifs. Quand on arrive dans le grade 3, on passe du coup dans ce qu'on appelle le choc anaphylactique avec une atteinte mono-multiviscérale grave. On va avoir un réel collapsus cardiovasculaire, tachycardie ou alors une bradycardie paradoxale. On peut voir des troubles du rythme, un bronchospasme. Les signes cutanéo-muqueux, ils ne sont pas forcément présents à ce moment-là et ils ne nécessitent pas, on n'est pas obligé d'avoir des signes cutanéo-muqueux pour poser un diagnostic. Ils peuvent apparaître un petit peu à la suite. Et le stade 4, le grade 4 qui va être l'arrêt cardiaque. Donc on parle de choc anaphylactique à partir du grade 3. Et le traitement, c'est pour ça que c'est plutôt facile comme pathologie, c'est extrêmement inquiétant et les conséquences sont gravissimes, mais le traitement pour le médecin est plutôt simple. Donc le but du traitement, ça va être quoi? Ça va être déjà, dans un premier temps, d'éliminer un diagnostic différentiel. Dans un deuxième temps, rétablir rapidement une pression de perfusion cérébrale et coronaire et apporter justement une hydratation et une extension polémique de manière assez rapide. Le retard thérapeutique, ça va être un facteur de risque de mauvais pronostic et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait tous en tête les posologies et le traitement que vous connaissez évidemment déjà. Les diagnostics différentiels, il faut éliminer une exacerbation d'asthme où on n'aura probablement pas une hypotension, faut éliminer une crise de panique ou un malaise vagal, des choses comme ça, des autres causes de choc, que ce soit hémorragique, septique ou cardiogénique, et il faut éliminer aussi un des diagnostics différentiels qui est l'angioedème à bradykinine non histaminique, qui va être un œdème localisé blanc, mais qui ne va pas du tout réagir déjà, il n'y aura pas d'hypotension antihémodynamique associée, et ça ne réagit pas du tout au traitement antihistaminique corticoïde ou l'adrénaline, que je cite pour la première fois, et du coup,
C'était, pour garder un petit peu de suspense, vous savez que le traitement de l'anaphylaxie grave, ça va être l'adrénaline. Pourquoi l'adrénaline? Parce qu'elle va combattre justement tous les effets et tous les signes cliniques provoqués par la dégranulation de tous les médiateurs que je vous ai présentés avant ça. Donc, ça va provoquer une vasoconstriction grâce aux effets alpha, ça va provoquer un effet inotrope positif grâce aux effets bêta 1 et une bronchodilatation grâce aux effets bêta 2. Donc, il faut savoir qu'il n'y a aucune contre-indication à l'adrénaline au cours du choc anaphylactique. C'est le traitement qu'il faut instaurer de manière précoce. Quand on a un collapsus cardiovasculaire ou une inefficacité circulatoire, ça va être l'adrénaline. Quand on va avoir le collapsus et le bronchospasme, ça va être l'adrénaline. C'est simple, il y a un seul traitement qu'il faut administrer le plus tôt possible. Les études rétrospectives ont montré que lorsqu'on a un retard d'utilisation de l'adrénaline, ça va être un facteur de risque de décès. L'administration tardive sur les modèles animaux, on voit que ça marche beaucoup moins bien et que ça traite beaucoup moins bien. Donc vraiment, c'est un traitement qui doit se faire extrêmement précocement. Il est fondamental et en fait, on va titrer progressivement ce traitement. Il ne faut pas faire de dose trop élevée initialement. Tout est protocolisé et le but, ça va être de tester la réponse hémodynamique du patient. La dilution de l'adrénaline est extrêmement simple. Donc, ça va être une ampoule d'adrénaline de 1 mg pour 1 ml qu'il faut mettre dans une seringue de 10 ml et compléter avec 9 ml de NaCl 0,9%. Et nous réaliserons dans le choc anaphylactique des bolus de 0,1 mg d'adrénaline qui correspond à 1 ml de la solution décrite juste au-dessus. Il est extrêmement important dans ce type de situation où il va y avoir beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup de personnel qui va venir en aide, extrêmement important d'étiqueter les seringues pour éviter toute erreur d'administration. C'est extrêmement important de titrer l'adrénaline parce que c'est un médicament qui peut provoquer des effets secondaires comme des troubles du rythme ventriculaire, des poussées hypertensives qui peuvent aller jusqu'au déclenchement d'un accident vasculaire cérébral hémorragique. On peut voir aussi l'apparition de syndrome coronarien aigu ou de cardiomyopathie de stress, le Takotsubo. Donc, il est extrêmement important de titrer progressivement ce médicament et de l'instaurer de manière très précoce. Lorsque on n'a pas de voie veineuse périphérique en place, on peut utiliser la voie intramusculaire à la posologie de 0,01 mg/kg avec un maximum de 0,5 mg. Dans les stylos, dans les auto-injecteurs d'adrénaline en France, c'est une dose qui va être de 300 gamma, donc de 0,3 mg d'adrénaline, qui vont être injectés en intramusculaire. Le site recommandé, c'est la face latéro-externe du tiers moyen de la cuisse. Aussi, lorsqu'on n'a pas de voie veineuse périphérique et qu'on a un patient qui va être intubé, on peut administrer en intratrachéal une dose IV x3. Du coup, on multiplie la dose qu'on aurait fait en IV qu'on dilue dans du NaCl 10 ml. Les autres traitements, évidemment, l'éviction rapide du produit concerné. Si on a, par exemple, une seringue électrique de Cura ou des choses comme ça, il faut vite l'arrêter. La correction de l'hypovolémie, donc c'est une expansion volémique dans les grades 3 et 4 avec une administration de cristalloïdes, donc soit du ringer lactate, soit du NaCl 0,9% à 30 à 50 ml kg en débit libre. Le traitement par salbutamol peut être introduit si le bronchospasme n'est pas amélioré par le traitement par adrénaline. Donc, ça peut commencer avec des aérosols de 5 mg et ça peut passer aussi, si ça ne s'améliore pas, en bolus IVD avec une administration continue IVSE à la suite. Ça, c'est l'algorithme du coup des recommandations de la Société française de médecine d'urgence de 2016. Alors, comme je vous ai montré, lorsqu'on a une atteinte cardiovasculaire ou respiratoire, donc l'adrénaline IM, si on a une voie veineuse, on peut faire de l'adrénaline IV. En fonction, on continuera, si on a un effet positif de l'adrénaline, on continuera de manière IVSE à la suite. Et on peut passer, si on a un bronchospasme qui résiste, on peut administrer des bêta-2. Les marqueurs prédictifs de la gravité, il faut, si on voit que dès l'injection, par exemple sur une induction anesthésique, les signes apparaissent extrêmement rapidement, plus la réaction va être rapide, plus le pronostic vital va être engagé. Un des marqueurs prédictifs aussi de gravité, ça va être une bradycardie initiale, qui est un signe qui doit nous inquiéter.
Il y a quelques cas particuliers dans le traitement, donc le cas particulier des femmes enceintes, où dès qu'on a une suspicion d'anaphylaxie, il va falloir la mettre en décubitus latéral gauche, avec un remplissage qui va être extrêmement précoce. Il y avait initialement, il y a quelques années, une place pour l'éphédrine en première intention, ce n'est plus le cas. C'est l'adrénaline, pareil, qui va être utilisée d'emblée avec des bolus plus faibles, du coup, de 10 microgrammes. L'extraction fétale, si on a une inefficacité prolongée à partir de 25 semaines, il faut y penser dans ce type de situation. Chez l'enfant, les posologies donc pour le remplissage vasculaire, ça va être cristalloïde à 20 millilitres par kilo. L'adrénaline, ça va être des bolus de 1 microgramme par kilo jusqu'à 5 à 10 microgrammes par kilo. Les doses d'arrêt circulatoire, c'est 10 microgrammes par kilo. Le choc anaphylactique réfractaire, donc lorsqu'on n'arrive pas à assurer une pression artérielle moyenne, qu'elle persiste et qu'on est toujours inférieur à 60 malgré un traitement par adrénaline, on peut l'associer avec un traitement par noradrénaline. Si on a des patients qui sont traités par bêta-bloquants en long cours et que malgré l'augmentation progressive des doses d'adrénaline, on n'arrive pas à reconstituer une circulation satisfaisante, on peut injecter du glucagon à 1 mg IVL, évidemment en suivant à la suite en traitant l'hyperglycémie que cela provoque. Quel bilan réaliser? Ça, il va falloir être assez rapide. Dès qu'on a une suspicion d'anaphylaxie, souvent dans tous les centres, on peut trouver rapidement des kits. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va doser l'histamine plasmatique dont la demi-vie est extrêmement courte. Il faut que le prélèvement ait lieu 30 minutes, dans les 30 minutes après le choc. Il peut y avoir des faux négatifs dans les cas, par exemple, chez les femmes enceintes. Et c'est un tube DTA de 7 millilitres, du coup, à prélever extrêmement rapidement. La tryptase plasmatique, donc celle-ci, on peut la prélever 1 à 2 heures après l'anaphylaxie, mais en général, on prélève tout ensemble assez rapidement. Ça peut être détectable jusqu'à 6 heures. Il peut y avoir des faux positifs dans les cas de mastocytose systémique. Et selon le taux, on diagnostiquera donc la dégranulation des mastocytes. Et si on a un taux qui est supérieur à 25 microgrammes par litre, ça va être évocateur d'un mécanisme immunologique avec un mécanisme qui va être IgE dépendant, comme je vous l'ai montré initialement. Il faut aussi, à la suite de cet événement aigu, doser la valeur de base qui est mesurée quelques semaines ou quelques mois après l'événement aigu, donc l'anaphylaxie. Les IgE spécifiques circulantes, donc il en existe du coup pour différents médicaments. La demi-vie, elle va être dans les 2 à 3 jours et on sait qu'on en a disponible. Donc pour certaines, bêta-lactamine, pour les curares en anesthésie, c'est extrêmement important aussi de les doser. C'est plutôt facile et un bon outil diagnostique. Et évidemment, les tests cutanés qui doivent être réalisés du coup à distance du choc anaphylactique, donc c'est 4 à 6 semaines. Et surtout, je ne vous ai pas parlé de la corticothérapie parce qu'elle ne fait pas partie du traitement d'urgence du choc anaphylactique, mais elle peut être instaurée après ça. De toute façon, l'efficacité est de 4 à 6 heures pour avoir les premiers effets. Et effectivement, pour faire les tests cutanés à la suite d'une corticothérapie, il faut attendre au moins 1 semaine. Pareil pour les antidépresseurs tricycliques, il faut le faire vraiment dans des conditions bien précises pour réaliser ces tests cutanés. Et ça peut être souvent le problème où on a des patients, par exemple en anesthésie, qui viennent pour une chirurgie qui peut être carcinologique, des patients qui vont faire un choc anaphylactique à l'induction et du coup une chirurgie qui va être retardée. Et ben, il va y avoir un délai de plusieurs semaines avant de pouvoir les réendormir, puisqu'il faut absolument qu'ils fassent ces tests-là pour savoir comment les réendormir une deuxième fois. Donc ça peut être des situations, effectivement, où il faut être patient, et parfois il y a des situations, du coup, je pense surtout aux chirurgies carcinologiques, où ça peut poser problème. Quelle information? Elle est cruciale, l'information, parce que le meilleur moyen de, quand on a déjà fait un choc anaphylactique, de ne pas en faire un deuxième, c'est d'avoir effectivement une petite carte avec des fiches de conseils qui vont mentionner quel allergène, à quel allergène le patient a fait une réaction, une information sur le risque de réaction biphasique avec des symptômes qui peuvent être modérés initialement et qui s'aggravent dans un deuxième temps, la liste des médicaments et surtout quels symptômes le patient a présenté et les consignes d'utilisation de l'auto-injecteur
d'adrénaline. Donc, c'est vraiment à la suite de tout événement anaphylactique, il faut absolument que le patient reparte avec ces informations-là pour l'orienter vers une consultation d'allergologie assez rapidement. Il y a une prescription d'auto-injecteur qui doit être faite avec une explication de comment il fonctionne. L'importance de l'éducation, elle est réellement cruciale. On voyait dans cette étude publiée en 2000 sur des cas de décès suite à une anaphylaxie, et on voyait que dans certains cas, chez les patients, par exemple, qui n'avaient pas pu, donc qui avaient une prescription théorique pour un auto-injecteur d'adrénaline, on voyait qu'il y en avait un qui était décédé parce qu'il l'avait utilisé sur une autre personne et il avait oublié de le remplacer. Il y en a un autre qui ne l'avait pas pris au restaurant, donc encore une fois de l'éducation qu'il faut toujours qu'il ait sur eux. Il y en avait un qui était périmé. Alors c'est vrai que selon les pays, il y a des pays où c'est extrêmement cher, donc effectivement ça peut en refroidir quelques-uns pour avoir toujours un stylo qui est non périmé. Et il y a d'autres situations voilà, où il y avait des patients qui n'ont pas eu le temps, donc ils ont retrouvé un malade qui était décédé avec son kit dans la main, donc est-ce qu'il n'avait pas réussi à l'assembler ou à l'utiliser? C'est la question. Donc l'éducation chez les malades est extrêmement importante pour qu'ils puissent justement s'injecter cette dose d'adrénaline. Encore une fois, plus elle est injectée précocement, meilleur est le résultat. Pour conclure, donc je vous encourage à vous tourner vers ces deux recommandations, donc celle de la Société française de médecine d'urgence de 2016 et celle un petit peu plus ancienne de l'ASFAR qui date de 2010. Pour conclure, le diagnostic à poser, il faut le poser extrêmement précocement pour instaurer un traitement adapté de manière urgente. Plus le traitement est initié précocement, meilleur est le résultat. Les signes cliniques qui sont à reconnaître, c'est des signes cliniques qui vont être cutanés, cardiovasculaires et bronchiques, comme je vous l'ai détaillé. Si vous devez ressortir aujourd'hui avec un seul message, c'est l'adrénaline, le traitement le plus important avec une titration. Les facteurs étiologiques, ça va être des médicaments dans le milieu hospitalier, ça peut être les aliments ou les piqûres d'hyménoptère, et évidemment prévoir le bilan pour pouvoir faire un diagnostic à la suite. Il faut absolument que le bilan parte dans les 30 minutes, principalement pour le dosage de l'histamine. Je vous remercie de votre attention.